Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous, président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense. On va en parler un peu plus tard justement de ce qui se passe, des compressions de coûts dans votre ancien ministère. On parle du gouvernement et des baisses d'impôts qui a finalement, après quelques tergiversations, revirements diront certains, le gouvernement décide de frapper vite et fort sur les baisses d'impôts. C'est 11 milliards d'euros pour les Français, rendus aux Français en 2018. Est-ce que vous applaudissez Hervé Morin sans restriction? Rien à redire? Moi, je pense qu'il aurait été dommage que le gouvernement immédiatement se retrouve en quelque sorte dans la gangue de Bercy. Je vois très bien comment les choses se passent. Le ministre arrive et très rapidement, l'appareil politique arrive et très rapidement, l'administration explique qu'il y a des choses absolument impossibles. Monsieur le ministre, ça a déjà été fait, on ne peut pas le faire. Voilà à peu près la réponse générale de l'administration. Et donc, le signal qui aurait été donné à nos compatriotes de dire, globalement, on avait pris des engagements et on ne les tient pas, et on reporte au calendrier grec, c'est-à-dire à jamais, en 2019, en 2020, des baisses d'impôts qui étaient annoncées au nom de l'équilibre des 3%, je pense que c'était pas tenable. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de changer d'avis. Je ne sais pas comment les choses se sont faites, peu importe, ça n'a pas d'intérêt. Je crois donc il a raison d'enclencher les baisses d'impôts sans tarder, 2018. Et je pense que même si au bout du compte, on est un peu au-dessus de 3%, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire en sorte que l'économie française reparte, que les gens retrouvent confiance. Il a fait naître un espoir. Au moins que cet espoir ne se retrouve pas effondré au mois de septembre, parce que les gens se disant, une nouvelle fois, on nous a promis des choses, ça ne se fait pas. Bon, donc il a le mérite de tenir ses promesses de campagne, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire, notamment fiscale, promesses fiscales. Moi qui ne suis pas En Marche, je ne veux pas vous dire que sur tous les sujets, il tient ses promesses de campagne. Mais au moins, sur ce point-là, il a eu raison de changer d'avis. Bon, l'ISF qui est coupé en deux, enfin recentré sur l'immobilier, la taxation à 30% des revenus de l'épargne hors immobilier, prélèvements sociaux inclus, la droite et le centre en ont rêvé, il le fait? Oui, je pense qu'il y a, en vérité, pour que l'économie française reparte vraiment, il y a, à mon sens, 3 sujets fondamentaux. Il y a en effet le poids des prélèvements obligatoires, on ne va pas y revenir. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Bon, il faudra plus, mais il faut qu'on revienne au moins à la marge. Quand j'entendais Emmanuel Macron il y a quelques semaines évoquer avec Angela Merkel la nécessaire convergence de la fiscalité française et allemande, c'est des bobards. J'étais dans un gouvernement où on disait déjà la même chose. En vérité, il ne peut pas y avoir de convergence pour une raison extrêmement simple. C'est que le poids des prélèvements obligatoires en Allemagne étant de 6 à 7 points inférieur à celui de la France, on ne va pas penser un seul instant. Peut-être même plus. Ouais, enfin, peu importe. Mais on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir une harmonisation compte tenu du différentiel du poids de ces prélèvements obligatoires. Ouais. Donc, il y a on retrouve dans les dépenses publiques aussi d'ailleurs, tout ça est lié. Oui, mais l'un étant lié à l'autre. Donc, il y a la question des prélèvements obligatoires et de la dépense publique. 2, il y a la question du droit du travail. Et il y a une 3e question qu'on n'évoque pas assez. Sur ces 2 dossiers, aujourd'hui, le gouvernement avance. C'est, on verra, le droit du travail, c'est pas l'habilitation qui compte, c'est le résultat de l'habilitation. Là, pour l'instant, en quelque sorte, c'est comme quand vous arrivez au restaurant, on vous donne la carte et après vous choisissez le menu. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est payer la carte. Quand on la paye. C'est donner la carte et le menu, on l'aura en septembre quand les discussions seront terminées. Ouais. Et il y a un 3e sujet qu'on n'évoque pas assez, qui est un sujet absolument central et, à mon sens, plus important que la question du droit du travail, qui est la question de la formation, et notamment de la formation professionnelle. Je suis président de région, comme vous le dites. C'est partie des sujets qui seront abordés. Il l'a dit à Ouest France aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a dit, je crois, à fin d'année. Pour tout vous dire, je me suis même fendu d'une lettre ce week-end que j'ai envoyée au président de la République pour lui dire, il y a un sujet central qui est un frein majeur à la croissance, qui est un vrai scandale. On met beaucoup d'argent dans la formation professionnelle. Mais pas pour les personnes qui en ont besoin. On a un système de gouvernance. On a une inadaptation de notre modèle de formation aux besoins de l'économie. Moi, je suis en train de mener. Je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est extrêmement frappante. Je vais dans un bassin d'emploi à Vire. J'ai des chefs d'entreprise, il y a une dizaine de boîtes qui ont des croissances formidables, qui sont de magnifiques entreprises. Les chefs d'entreprise disent c'est très bien ce que fait la région pour le développement des entreprises, c'est parfait. On a un vrai problème, c'est la formation. On ne trouve pas de collaborateurs et c'est un frein à notre croissance et à notre développement.
On ne trouve pas les compétences. Et donc, on territorialise. On ne trouve pas les compétences dont on a besoin, c'est ça que on ne trouve pas les compétences et il n'y a pas les formations permettant de pouvoir développer ces compétences. Donc, je dis, écoutez, on va lancer la territorialisation de la formation sur les 33 grands bassins d'emploi de la Normandie. On commence par chez vous. Et je reviendrai. On fait ce travail pendant 9 mois. Au bout du compte, on va ouvrir une dizaine de formations nouvelles pour répondre aux besoins de l'économie. Ce que moi, je constatais, c'est que j'ai fait sortir par les services les demandes d'ouverture de formation issues des structures. Eh bien, il n'y avait pas une seule demande de formation, de demande d'ouverture de formation qui correspondait à ce qu'attendent, après 9 mois de travail, de GPEC, de réflexion sur les départs à la retraite, sur l'évolution des compétences, des qualifications, sur les besoins en fonction des développements de ces entreprises. Eh bien, il n'y avait rien de commun. Quand on me demandait de l'aménagement paysager et des formations sur le cheval, eux me demandent de la maintenance industrielle, des formations sur la métallurgie ou sur le textile avec des élévations. Et donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est la territorialisation. Donc, il faut décentraliser. Et ça veut dire qu'il faut une gouvernance unique et il faut qu'elle soit régionale. Alors qu'aujourd'hui, elle est paritaire. Elle est multiple, c'est Pôle emploi, c'est les branches professionnelles. C'est paritaire. C'est le paritarisme, c'est l'État, ce sont les régions. Alors tout ça, on se parle, on discute, il y a des instances diverses et variées. Mais après, il y a toutes les problématiques qui lancent les appels d'offres pour les formations. Ce n'est pas une question de moyens, vous écoutez, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de pouvoir de décision, c'est ça? C'est ce que j'ai dit au gouvernement cette semaine à un de mes interlocuteurs. Il y a 30 milliards déjà. Je dis, le problème, c'est pas tant de relancer un plan 100 000, 200 000 comme il y a eu le plan 500 000 de François Hollande. Parce qu'on met des gens en formation sans avoir fait le travail nécessaire de granulométrie, de la formation, des personnes qui peuvent aller dans ces formations, etc. La question, c'est pas là. La question, c'est systémique. C'est transformation complète des structures. Et de faire en sorte qu'on puisse en effet, enfin, mettre en application un discours qu'on entend depuis 10 ans ou 15 ans sur la territorialisation de la formation par bassin d'emploi, et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un interlocuteur unique, et à mon sens, il n'y en a qu'un seul qui peut faire ça, c'est la région. C'est la région. Donc les priorités du gouvernement, vous l'avez dit, selon vos formations, baisse d'impôts, maîtrise de la dépense, c'est intéressant parce que pour ne pas laisser filer les déficits et financer les baisses d'impôts, le gouvernement, par la voix d'Édouard Philippe, le Premier ministre, a rappelé, enfin expliqué qu'il voulait une stabilisation de la dépense publique en volume, hors inflation. C'est du jamais vu. Est-ce que c'est une promesse qui n'engage que ceux qui y croient? Ben on verra, on ne peut pas vous dire autre chose. L'intention est louable, c'est ça? Oui, enfin... parce que comme ça fait quand même 20 milliards d'euros d'économie en 2018, je ne sais pas où est-ce qu'on coupe. Si c'est pour couper dans la défense comme il semble le dire ou le faire, c'est une erreur. Voilà, je vous dis très clairement les choses. L'intention est louable, mais vous attendez de voir, de juger sur pièce les... Sur quoi? Alors, il a évoqué les aides au logement. Oui. Combien de gouvernements ont cherché à faire ça? Ils se sont cassés les dents. Oui, parce que on a beau expliquer aux gens qu'une partie de la hausse de l'immobilier ou de la hausse des loyers est liée au fait qu'on rende solvables les gens et qui fait que globalement on peut continuer cette espèce d'échelle de perroquet infernale. En vérité, quand tout d'un coup vous dites voilà, on va supprimer une partie des allocations logement, des aides à la pierre, etc., vous faites hurler beaucoup de personnes. Et jusqu'alors, tous les gouvernements se sont cassés les dents sur le sujet. Alors peut-être que celui-ci sera plus malin que les autres, mais je veux voir, quoi. Bon, pour cette année, il y a 4,5 milliards d'euros à trouver pour boucler le budget. Tous les ministères sont mis à la diète, dont un que vous connaissez bien en tant qu'ancien ministre de la Défense, qui devra désormais assumer à lui tout seul le surcoût des OPEX, des opérations extérieures, surcoût qui était jusque-là mutualisé. Contrairement à la loi. Oui. La loi de programmation militaire, qui est la loi en vigueur dans la République française. C'est de mutualiser entre... Non, c'est de considérer que le coût des opérations extérieures est pris en charge par un fonds interministériel. Mais donc, voilà. N'est pas pris... Prorata du poids de chaque ministère. Enfin, peu importe, mais en clair, les armées sont remboursées pour les dépenses liées aux opérations extérieures. Pas remboursées pour être remboursées. Elles sont remboursées pour une chose simple, c'est pour que les militaires fassent leur métier. Leur métier, c'est pouvoir être entraînés, préparés. Et leur métier, ça impose d'avoir des équipements. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que nos compatriotes comprennent, vos auditeurs comprennent, c'est que si on décide de faire financer ça par le ministère de la Défense, ça veut dire qu'on coupe pour l'essentiel sur les crédits d'équipement. Et donc, crédits d'équipement dont on voit bien que lorsqu'on part en opération extérieure, on a besoin d'hélicoptères, on a besoin de blindés, on a besoin de matériel. Et que ça va nuire aux
conditions d'exercice de l'engagement des forces françaises. Ça veut dire je vois des avions qui sont sur vos murs d'images. Ça veut dire que la disponibilité opérationnelle Rafale, hein. du Rafale va une nouvelle fois s'effondrer parce qu'on Mais est-ce que ça veut dire qu'avec une baisse de moyens qui est donc de 850 millions d'euros en 2017, est-ce que ça veut dire que la sécurité des Français est altérée et compromise? Non, mais je vais pas aller dans ce genre de caricature. Ce que je sais, c'est que on dégrade l'outil militaire et on crée les conditions pour qu'en effet, nous ayons ensuite des trous capacitaires, pour prendre des formules, c'est-à-dire qu'en clair, on décide d'abandonner tel ou tel programme, tel ou tel spectre de sécurité, et qu'au bout du compte, en effet, on en arrive là. Ça ne se fait pas en un an. Vous savez, les questions de défense, c'est des cycles extrêmement longs. Entre le moment où vous décidez d'un nouvel équipement et le moment où cet équipement arrive dans les forces, pour le Rafale, c'est 20 ans, c'est 25 ans. Donc, une décision du jour a des conséquences, non pas le lendemain, mais a des conséquences à 10 ans. Bon, et donc ces 850 millions d'euros qui sont demandés en économie au ministère de la Défense, c'est trop d'efforts qui est demandé aux militaires. C'est un message qui est négatif qui est envoyé aux armées? Oui, j'ai envie de dire que pour le président jupitérien, c'est pas terrible. Celui qui avait adressé toute une série de messages que j'avais trouvé extrêmement bien faits à l'égard des militaires dès l'entrée en fonction. Souvenez-vous, la remontée du champ, la visite des militaires blessés en opération extérieure à l'hôpital Percy. Bon, tout ça, c'était bien. Je trouvais que c'était des bons gestes, parce que le président de la République est le chef des armées. Là, je trouve qu'il y a une contradiction assez majeure. Une contradiction et peut-être un reniement pour l'instant, puisqu'il avait promis, le président, de donner plus de moyens à la défense. C'est la même chose pour la sécurité intérieure. Donc la promesse, pour le coup, n'est pas tenue pour l'instant. J'ai cru comprendre que le ministère de l'Intérieur allait être aussi mis à l'épreuve. Et là, en vérité, c'est les conditions de sécurité de nos compatriotes qui, là, sont immédiatement dégradées. Quand vous avez des bagnoles de flics qui ne peuvent plus rouler, parce que c'est de ce domaine-là, ça veut dire que c'est votre sécurité au quotidien qui est concernée. Donc c'est une faute politique que de demander je pense que c'est une faute quand on demande à la Défense ou au ministère de l'Intérieur des efforts quand on est dans un contexte sécuritaire qui est celui que vous connaissez. Le contexte sécuritaire et puis l'armée dont on dit qu'elle est déjà à l'os. Pardon l'expression. Oui, mais ça fait moi, ça fait 20 ans que je suis les questions militaires, ça fait 20 ans que j'entends ce discours, donc c'est pas ça le débat. La question, c'est qu'on a décidé d'un format d'armée avec des capacités, on a des contrats opérationnels qui sont des engagements des armées à l'égard de la nation. Nous sommes capables de déployer des hommes, nous sommes capables de déployer du matériel, nous sommes capables d'assurer la dissuasion du pays. Pour tout ça, il faut des moyens. Bon, donc ça veut dire que l'objectif du gouvernement, qui est de consacrer 2% du PIB à horizon 2025, c'est 2 milliards d'euros de crédit par an. Pour le tenir jusqu'à cette date, c'est quasiment mission impossible. Ça veut dire que ce premier engagement, il est quasiment déjà rayé. Sauf retour de croissance formidable, ce qu'on souhaite tous. Bon, avant de se quitter, Hervé Morin, juste un petit mot sur la droite. Que devient la droite depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Ça vous fait sourire. La droite qui se divise quasiment sur tous les sujets, on le voit à l'Assemblée, vous le voyez comme nous, avec la droite qui est scindée en deux groupes à l'Assemblée nationale. Est-ce que, pour reprendre une phrase qui n'est pas de moi, ces deux droites sont irréconciliables? Je pense qu'il y aura un vaste mouvement de reconstruction. Voilà, il le faut. Entre une droite qui va aller chercher de près ou de loin. La droite Wauquiez. À bordurer avec... c'est la droite Wauquiez, c'est ça? Avec Marion... Maréchal Le Pen. C'est pas votre tasse de thé, cette droite Wauquiez là, cette droite identitaire? C'est pas celle dans laquelle je me reconnais, en effet. Et de l'autre, je pense, une droite ouverte. Les constructifs? Moderne, non. Pour moi, qui s'exprime plus par des voix comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et où on a quelque chose à bâtir, je crois, ensemble. Ni l'un ni l'autre ne vont aller au combat ferraillé contre Laurent Wauquiez, qui a priori a mais je la pense voix... je pense qu'il faut rebâtir les choses. On va pas refaire une soupe dans un vieux pot. Je pense que il faut bâtir des choses nouvelles. Les schémas anciens sont finis. Très clairement, tout est à rebâtir et le rebâtir sur
des formations politiques qui sont à repenser avec un projet politique. Il faut tout refaire du sol au plafond. Oui, à vous écouter, c'est oui, quoi? C'est le logiciel, oui, ce sont les visages, c'est la façon dont on fait de la politique. Parce que là, on remet encore les hommes avant le projet. Non, mais on a le sentiment qu'à droite, de nouveau, il y aura une guerre des chefs, ou pas d'ailleurs, avant le projet. C'est aussi de faire en sorte qu'on soit en mesure de penser la vie politique comme se bâtit aujourd'hui la vie de la société, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont plus des sociétés verticales, mais des sociétés horizontales, des sociétés participatives. Macron, finalement, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas s'inspirer d'Emmanuel Macron, c'est simplement que dans la vie, c'est comme ça aujourd'hui, et que la vie politique doit l'être aussi. Bon, et l'UDI, qu'est-ce que ça devient l'UDI là-dedans? L'UDI a de grandes ambitions pour justement fédérer les modérés de droite et de gauche. Pas votre meilleur ami, mais bon, non, ça fait avec. Mais ce qui est clair, c'est pas mon débat, ce qui est clair, c'est qu'il y aura une recomposition complète dans laquelle l'UDI sera un des éléments de cette recomposition. Mais il est évident qu'on ne va pas, là non plus, rebâtir sur un même schéma, un même modèle, avec les mêmes structures. Bon voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Hervé Morin, le président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense, était donc votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir.